En 1942, la marine américaine a mené une expérience potentiellement révolutionnaire dans le but de rendre l'un de ses navires invisible. Ça a mal tourné, avec des conséquences désastreuses, ou du moins c'est comme ça que l'histoire est racontée. En réalité, au fil de l'histoire, les armées du monde entier ont secrètement mené toutes sortes d'expériences complètement dingues, certaines bien réelles, d'autres entourées de mystères et de théories du complot. Alors, des soldats psychiques aux ours volants, nous allons enquêter sur certaines des expériences militaires les plus folles jamais réalisées et découvrir ce qui se cache vraiment derrière tout ça. L'expérience de Philadelphie. Nous sommes en 1942. La Seconde Guerre mondiale bat son plein, et les Alliés viennent de subir une perte catastrophique de navires face au sous-marin allemand U-Boot. Pour contrer ça, la marine américaine aurait fait appel au célèbre physicien Albert Einstein. Pourquoi ? Pour développer des armes et des systèmes de défense ultra avancés, évidemment. Le plus fou de tous était de loin une sorte de cape d'invisibilité, censé cacher des navires américains à l'ennemi. Bon, ça n'aurait rien eu à voir avec celle d'Harry Potter, hein. Einstein avait théorisé qu'en entourant un navire de puissants champs électromagnétiques, il était possible de courber la lumière autour de celui-ci, le rendant ainsi invisible. À l'été 1943, il était enfin temps de tester la théorie. Les scientifiques ont installé d'énormes générateurs électriques autour du destroyer d'escorte anti-sous-marin l'USS Eldridge, alors qu'il était amarré au chantier naval de Philadelphie. Puis, ils les ont activés. D'après les témoins, un étrange brouillard vert est soudainement apparu autour du navire de l'Eldridge et est devenu étrangement invisible, tout comme les marins à bord. Incroyable, ça fonctionnait vraiment. Puis, dans un éclair de lumière bleue crépitante, il a complètement disparu. Cependant, il s'avère qu'il ne s'était pas simplement rendu invisible. À environ 320 km de là, à Norfolk en Virginie, un groupe de voyageurs se tenait à bord d'un tout autre navire lorsqu'ils ont été témoins de quelque chose qui les a profondément choqués. L'USS Eldridge est apparu de nulle part dans la mer juste devant eux, puis aussi vite qu'il était apparu, il a disparu, comme s'il n'avait jamais été là. De retour à Philadelphie, les témoins étaient tout aussi choqués lorsqu'après une courte attente tendue, le navire est réapparu au quai. Mais au moment où il est revenu à la vue, il est devenu évident que quelque chose n'allait pas du tout. Des membres de l'équipage gesticulaient et parlaient de manière incompréhensible, d'autres couraient en étant en flammes. Et ce n'était pas le pire. Lors de la réapparition, certaines personnes semblaient littéralement fusionner avec le navire lui-même. Des marins gémissaient, étaient coincés à l'intérieur des structures métalliques du bâtiment, leurs corps tordus dépassant des murs et du sol sous des angles improbables. C'était un véritable cauchemar. La catastrophe a poussé la marine à rapidement abandonner l'expérience et a obligé toutes les personnes impliquées à signer un serment de confidentialité, leur interdisant d'en parler à qui que ce soit. Mais ils n'avaient pas prévu les témoins involontaires, ou du moins, c'est ce que raconte l'histoire. Malgré de nombreux témoins qui se sont manifestés depuis les années 40, aucun n'a jamais apporté de preuves concrètes pour étayer ce récit complètement fou. Alors que s'est-il réellement passé ? Eh bien, toute l'histoire remonte à un citoyen de Pennsylvanie nommé Carl Allen. Dans les années 1950, Allen a commencé à envoyer des lettres et des documents étranges à la marine américaine détaillant ce récit qu'il appelait l'expérience de Philadelphie, ainsi que tout un tas d'autres histoires bizarres. Étonnamment, ces lettres n'ont pas été ignorées. Au contraire, elles ont tellement captivé certains employés du gouvernement que plus d'une centaine de copies ont été faites et distribuées dans les bureaux. Malgré cet engouement, Allen lui-même est resté insaisissable. Cependant, sa famille l'a depuis décrit comme un esprit brillant, mais aussi comme un sacré farceur. Alors toute cette histoire n'est-elle qu'un énorme troll ? Eh bien, les sceptiques le pensent, mais ils admettent qu'elle pourrait avoir une base réelle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Einstein a effectivement aidé la marine américaine sur des concepts d'armes, mais probablement pas sur un champ de force d'invisibilité. Et la marine a bien développé une méthode pour rendre leurs navires pas visibles, mais indétectables pour les mines. Pour cela, ils ont enroulé des câbles électriques autour des coques des navires et y ont fait passer du courant. Cela réduisait le magnétisme des navires et empêchait de déclencher les mines allemandes, un procédé appelé démagnétisation. Les similitudes avec la soi-disant expérience de Philadelphie sont difficiles à ignorer. Si toute l'histoire n'était qu'une invention, alors pourquoi des témoins ont continué à se manifester jusqu'en 88 ? Eh bien, sachant qu'Hollywood a fait un film basé sur le récit d'Allen en 1984, ils cherchaient probablement à profiter de leurs 15 minutes de gloire tant que le sujet restait populaire. Donc, je pense que l'on peut assez facilement classer ça dans les poubelles des théories du complot. Mais avant ça, clique sur les boutons j'aime et s'abonner, comme ça tu ne rateras plus jamais aucune de mes vidéos incroyables. C'est fait ? Parfait, alors on continue. Le projet Stargate. Tu entends peut-être le mot Stargate et tu penses direct à de la science-fiction à l'ancienne. Mais parfois la réalité est encore plus étrange que la fiction. Dans les années 70, le gouvernement américain a créé une unité secrète de l'armée dédiée à... Attends un peu,
au phénomène psychique, appelé le projet Stargate. Il a été mis en place au départ en réponse à un programme similaire supposément financé par l'Union soviétique. Les responsables américains se sont dit que s'il y avait le moindre intérêt dans la recherche psychique, ils ne pouvaient pas laisser la Russie prendre de l'avance. Du coup, ils ont commencé à financer des tests pour vérifier la crédibilité des médiums. En 1972, un groupe de soi-disant psychiques a été sélectionné et a participé à des tests à l'Institut de recherche de Stanford. Le célèbre Yuri Geller faisait partie des participants et apparemment, il a réussi à deviner des symboles cachés dans une enveloppe avec une précision impressionnante. It is interesting that when he drew his response in this case, he didn't recognize the object as eyeglasses. It seemed to him to be an abstract drawing. Le principal objectif du projet était un phénomène appelé vision à distance, c'est-à-dire la capacité pour une personne de voir psychiquement des événements, des lieux ou des informations à grande distance. Deux des voyants à distance les plus performants étaient Gary Langford et Rosemary Smith. Incroyablement, ils ont réussi à localiser un avion espion soviétique perdu qui s'était écrasé dans une zone reculée de la jungle africaine, sans aucune information préalable sur son emplacement. Le président Jimmy Carter a été tellement impressionné qu'il est devenu un fervent soutien du projet. Cependant, après un peu plus de 20 ans de recherche, il a finalement été abandonné en 1995. Le célèbre professeur de psychologie Ray Eman a évalué le programme et a conclu que, même si quelque chose dépassant les simples anomalies statistiques se produisait, il n'était pas convaincu que les voyants à distance soient utiles pour le renseignement. Donc, malgré quelques résultats encourageants, Stargate a été définitivement arrêté. Quelque chose dépassant les anomalies statistiques, hein? Ça veut dire quoi exactement? Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Recherche utile ou énorme perte de temps et d'argent? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Double point si tu transmets la réponse directement dans mon cerveau. Chars de combat aveuglant. La guerre froide a été une période où l'Est et l'Ouest se livraient une course pour accomplir les plus grandes avancées scientifiques et militaires. Et certains résultats étaient complètement dingues. Tiens, par exemple, le char laser entièrement opérationnel développé par les soviétiques dans les années 70 et 80. Ouais. Dans un move tout droit sorti d'un film de science-fiction, l'Union soviétique a vraiment investi de l'argent pour créer le délirant char 1K-17 compression. Il possédait pas moins de 12 lasers orientables, créés en focalisant la lumière à travers environ 30 kg de rubis artificiels. Ces lasers étaient ensuite projetés à travers des lentilles d'amplification, les transformant en un méga rayon capable d'atteindre 2 fois la portée d'un char classique. Mais je sais ce que tu te dis, qu'est-ce qu'un rayon de lumière peut bien faire contre un truc qui tire des missiles? Eh bien, pas mal de dégâts en fait. En visant les systèmes optiques d'un char ennemi avec ce laser ultra puissant, il pouvait les aveugler et rendre le véhicule incapable d'attaquer avec précision. Apparemment, lors des tests, l'un de ces chars a réussi à neutraliser le système optique d'un hélicoptère à environ 8 km de distance. Ouais, chaud. Alors qu'est-ce qui est devenu ce petit bijou technologique? Malheureusement, pas grand-chose. Les prototypes n'étaient pas prêts avant 1992, et à ce moment-là, l'Union soviétique s'était effondrée, plongeant le pays dans une crise économique. D'un coup, balancer des millions dans une lampe torche géante sur chenille ne paraissait plus être une si bonne idée. L'île de la Renaissance. Une île mystérieuse, inexplorée, une série d'incidents sinistres et inexplicables, une dissimulation gouvernementale, voici... Ah mince. Bref, je parle de l'île de Vorozhenia, ou Renaissance, située dans la mer d'Aral entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Cette petite île sans prétention a commencé à attirer l'attention au début des années 70, et pas pour les bonnes raisons. En 1971, une jeune scientifique naviguait près de l'île à bord de son navire de recherche lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle fonçait droit dans un étrange nuage brun. Quelques jours plus tard, on lui a diagnostiqué la variole, alors même qu'elle avait déjà été vaccinée contre la maladie. Un an plus tard, 2 pêcheurs ont été retrouvés dérivant dans leur bateau à proximité. Aucun des deux n'était en vie. D'après les autopsies, ils auraient succombé à la peste. Peu de temps après, les pêcheurs locaux commençaient à remonter des filets entiers de poissons morts. Ça commence à faire beaucoup de trucs louches, non? Mais ensuite, en mai 1988, la situation est devenue bien pire. Un immense troupeau de 50 000 antilopes en train de paître à proximité est tombé raide mort en l'espace d'une heure. Il s'est avéré que tous ces événements étaient liés. L'Union soviétique utilisait l'île pour tester secrètement des armes biologiques depuis un demi-siècle. Des humains comme des animaux ont été impliqués dans des expériences horribles dans le cadre d'un projet top secret qui a transformé l'île d'un paisible coin de pêche en véritable zone cauchemardesque. L'un des principaux agents testés était l'anthrax, une bactérie extrêmement dangereuse capable de survivre pendant des centaines d'années. Mais à la fin de la guerre froide, les soviétiques ont enterré leur stock restant dans des fosses avant de partir. Pour éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains, le gouvernement américain a dépensé environ 6 millions de dollars pour une opération de décontamination.
Aujourd'hui, l'île s'est rattachée aux terres environnantes à cause de l'assèchement de la mer d'Aral, mais reste contaminée et jonchée de fosses contenant des animaux infectés. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ours en plein vol. Piloter un avion, c'est déjà pas simple, mais alors piloter avec un ours attaché sur le siège derrière toi, tu réagirais comment? Aussi dingue que ça puisse paraître, dans les années 50, des pilotes américains l'ont vraiment fait. Un nouveau bombardier appelé B-58 venait d'être développé, capable de voler à des vitesses incroyables, Mach 2, soit 2 fois la vitesse du son. Le problème, c'est qu'ils allaient tellement vite que les pilotes ne pouvaient pas s'éjecter en toute sécurité. Il a donc fallu concevoir un nouveau siège éjectable, et plutôt que d'utiliser des humains pour le tester, l'armée américaine a décidé d'utiliser des ours. Apparemment, les ours noirs américains et les ours bruns de l'Himalaya reproduisaient assez fidèlement le poids des pilotes humains. Ok, mais comment tu fais pour attacher un ours dans un avion? Eh bien, tu l'anesthésies tout simplement. Après avoir administré une grosse dose d'anesthésiant aux ours, ils étaient attachés dans des sièges éjectables et les pilotes humains décollaient, poussant les avions à des vitesses folles avant d'appuyer sur l'éjection et d'envoyer les ours valser dans les airs. Ensuite, leurs parachutes se déployaient et les passagers poilus redescendaient tranquillement vers la terre. À l'atterrissage, les éventuelles blessures étaient analysées pour améliorer la conception du siège éjectable, mais impossible de nier que c'était totalement immoral et complètement absurde. Heureusement, la période de test n'a pas duré très longtemps et peu d'animaux ont dû subir cette expérience terrifiante. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Énergie solaire illimitée. Si tu connais Star Wars, tu vois sûrement ce qu'est l'étoile de la mort, cette énorme arme laser flottante capable de détruire des planètes entières. Eh bien, il se trouve que des scientifiques allemands planifiaient une arme étrangement similaire pendant la Seconde Guerre mondiale, appelée le Sun Gun. L'idée était de construire une station spatiale à plus de 8000 km au-dessus de la Terre. De là, un immense réflecteur concave d'environ 9 km² capterait la lumière du soleil et enverrait un rayon concentré partout où l'armée serait dirigée. En théorie, ce rayon lumineux façon laser serait tellement puissant qu'il pourrait faire bouillir les océans ou raser des villes entières. Et ce n'était pas juste une idée farfelue. Les Alliés ont trouvé des plans détaillés de ce canon solaire en 1945. Imaginé à l'origine par le célèbre ingénieur allemand Hermann Oberth, le projet prévoyait une station spatiale habitée avec des jardins pour produire de l'oxygène et des générateurs alimentés par l'énergie solaire. Et il y avait même un budget estimé d'environ 3 millions de Reichsmark, soit 1,2 million de dollars de l'époque, ou environ 25 millions aujourd'hui. Malgré ces plans grandioses, l'arme aurait mis entre 50 et 100 ans à être construite, donc elle n'aurait pas été très utile pendant la guerre. Mais si les choses avaient tourné autrement et que l'Axe avait gagné aujourd'hui, eh bien, si tu lèverais les yeux, tu verrais peut-être cet immense miroir terrifiant te fixer en retour. Station fantôme. Au milieu d'une zone marécageuse en Russie, près de Saint-Pétersbourg, il y a un ensemble de tours radio et de bâtiments abandonnés entourés d'une clôture. Si tu tombais dessus, tu penserais sûrement à une vieille base de communication de la guerre froide abandonnée. La vérité est bien plus étrange. Beaucoup pensent que ce n'est pas du tout abandonné, mais plutôt le quartier général secret d'une station radio appelée UVB 76. Sauf qu'au lieu de passer des hits, cette station diffuse ça. Ce signal est diffusé tous les jours, toutes les heures, depuis presque 40 ans. De temps en temps, une voix casse la monotonie en prononçant des mots russes apparemment aléatoires comme canot ou spécialiste agricole. Mais à part ça, rien ne change. Pourtant, cette diffusion inquiétante continue encore aujourd'hui et a donné naissance à toutes sortes de théories. Certains pensent que c'est un message codé utilisé par des espions. D'autres sont persuadés que c'est une tentative de communication avec des extraterrestres. L'une des théories les plus populaires, c'est que c'est un signal de main morte, ce qui signifie que si la Russie est un jour frappée par une attaque nucléaire, la diffusion s'arrêterait et déclencherait automatiquement une riposte. Franchement, je sais pas quoi penser de celle-là, mais si c'est vraiment ça, espérons que cette diffusion flippante ne s'arrête jamais. Pas vrai ? Âmes errantes. Quand tu entends le mot guerre, tu penses à quoi? Je parie que c'est quelque chose de violent. Mais il existe toute une catégorie de guerre qui ne l'est pas du tout, du moins pas au sens traditionnel. On appelle ça la guerre psychologique, et ça consiste à influencer les émotions, les croyances et les comportements des gens. Les États-Unis ont mené une campagne de guerre psychologique particulièrement étrange pendant la guerre du Vietnam, appelée Opération Wandering Soul. Elle était basée sur une croyance vietnamienne selon laquelle si les morts ne sont pas correctement enterrés, leur âme continue d'errer sur Terre dans la souffrance. Sympa. Du coup, des ingénieurs américains ont passé des semaines à enregistrer des sons et des voix inquiétantes pour imiter ce qui pourrait être des cris fantomatiques de soldats morts. Ces enregistrements, appelés bandes fantômes, étaient ensuite diffusés via des haut-parleurs dans des zones du Vietnam où le Viet Cong était actif. Écoute ça.
Ouais, assez perturbant, non? L'idée était de terroriser les Viet Cong pour les pousser à abandonner et à battre en retraite. Mais en pratique, le succès était limité. Parfois ça marchait, mais d'autres fois les combattants comprenaient que c'était un enregistrement et tiraient en direction du bruit. Malgré ça, le bataillon d'opérations psychologiques américain ou PSYOPS a continué à utiliser cette technique pendant une partie de la guerre. Et aujourd'hui encore, les PSYOPS existent toujours. Cette vidéo n'est pas une bande-annonce de film ou quoi que ce soit, c'est une vraie vidéo officielle qu'ils ont publiée, qui a laissé un ado edgy gérer leur campagne de marketing. Le projet Montauk. Tu savais que la série à succès Stranger Things sur Netflix s'appelait à l'origine Montauk? Si ce n'est pas le cas, tu te demandes sûrement pourquoi je te raconte ça. Eh bien, c'est parce que la série s'est en fait inspirée d'une série d'expériences américaines bien réelles connue sous le nom de projet Montauk. Enfin, bien réelles, peut-être. Apparemment, le gouvernement américain aurait mené plusieurs projets top secrets à Camp Hero à New York. Imagine ça comme le vrai laboratoire Hawkins. Ces expériences étranges ont été évoquées pour la première fois dans un livre publié en 1992 par l'ufologue Preston B. Nichols, qui a affirmé avoir été chercheur sur le projet. Selon Nichols, des enfants fugueurs étaient enlevés pour ces expériences, où ils étaient entraînés au contrôle mental, à la télépathie et même à l'ouverture de portails spatio-temporels. Ça te dit quelque chose? Accroche-toi bien parce que ça devient encore plus dingue. Un certain Al Bielek, qui affirmait lui aussi avoir assisté à l'expérience de Philadelphie, a déclaré qu'il se trouvait à bord de l'USS Elridge dans les années 40 lorsqu'un trou de verre vers le futur s'est ouvert et l'a projeté à Camp Hero en 1983. Là-bas, il aurait collaboré avec Nikola Tesla, oui, le célèbre inventeur, et développé une chaise spéciale capable d'amplifier les pouvoirs psychiques de toute personne s'y asseyant. Bon, si tout ça te paraît complètement absurde, c'est parce que ça l'est. Je veux dire, si c'était vrai, il n'y aurait vraiment aucune preuve. Un autre soi-disant témoin a la réponse. Stewart Swallow affirme avoir été l'un des enfants enlevés et qu'après avoir accidentellement invoqué un monstre interdimensionnel, la base a dû être détruite et le projet arrêté. Voilà, ça règle la question. En réalité, le projet Montauk est probablement une invention de Nichols qui a été reprise par d'autres personnes voulant elles aussi faire partie de l'histoire. Mais qui sait, il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Ou 11 peut-être. Gruinard, l'île de l'horreur. Si tu repenses à ce qu'on a vu il y a quelques minutes, tu te souviens sûrement du site de test d'armes biologiques soviétiques, l'île de la Renaissance. Eh bien, des années avant les soviétiques, les Britanniques avaient un terrain d'essai similaire pour l'anthrax, et c'était dans le cadre d'un plan tellement diabolique qu'il aurait fallu changer le cours de l'histoire. On est en 1941, et la Seconde Guerre mondiale pouvait encore se terminer par une défaite des Alliés. Du coup, les Britanniques travaillaient sur l'utilisation de l'anthrax comme arme contre l'Allemagne. Pour tester à quel point cette bactérie était dangereuse, ils l'ont largué une bombe à l'anthrax sur l'île de Gruinard, une petite île inhabitée au large de l'Écosse. Et les résultats ont été choquants. Même si l'endroit était quasiment désert, 60 moutons ont été décimés en quelques jours, et des spores d'anthrax ont été transportés jusqu'au continent pendant des mois, infectant encore plus d'animaux. Des équipes en combinaison de protection ont été envoyées sur l'île pour incinérer les carcasses, et ensuite l'accès a été interdit au public jusqu'en 1990. Mais le plan n'était pas simplement de larguer une bombe d'anthrax sur l'Allemagne, oh non. L'idée était d'infecter des tourtereaux de lin avec des spores d'anthrax et de les disperser dans les champs allemands. Comme ça, le bétail les mangerait, les civils mangeraient le bétail et des millions de personnes et d'animaux mourraient. Et en plus, les survivants feraient face à une énorme pénurie alimentaire. Tu vois pourquoi je dis que c'était complètement diabolique? Heureusement, ce plan n'a jamais été mis en œuvre. Au moment où il était prêt, la guerre avait clairement tourné en faveur des Alliés. Mais quand même, pas moins de 5 millions de tourteaux avaient été produits. Et oui, ils ont tous dû être incinérés. Sérieux, je savais que les gâteaux c'était pas toujours bon pour la santé, mais là c'est un tout autre niveau. Chute avec style. Je vois pas grand chose de plus terrifiant que de combattre à la guerre et de voir un char passer au sommet d'une colline et foncer droit sur moi. À part peut-être si je voyais le char voler droit sur moi. Et pourtant c'est exactement ce que les soviétiques essayaient de faire pendant la Seconde Guerre mondiale. Le projet Antonov A-40 était un char conçu pour planer jusqu'au champ de bataille. En étant capable de planer comme ça, l'idée était que le char puisse arriver plus rapidement à destination et atterrir aux côtés des troupes aéroportées pour leur apporter un soutien quasi immédiat. Du coup, ils ont commencé par alléger un char T-60 en retirant ses munitions, ses phares et certains éléments internes. Puis ils y ont fixé des ailes de biplan en bois et en tissu ainsi qu'un double queue. Le plan était qu'un bombardier transporte le char vidé au-dessus du champ de bataille et le largue au bon moment pour qu'il plane tranquillement jusqu'au sol. Enfin ça c'était le plan. Le char planeur a été testé en 1942, mais même après modification, il était encore trop lourd pour que le bombardier puisse le transporter correctement. Pour éviter de s'écraser, le pilote a dû larguer le char plus tôt que prévu, et même s'il a apparemment réussi à planer jusqu'au sol sans problème, quoi qu'il en soit, le projet a été abandonné. On dirait qu'ils ont préféré la laisser tomber celle-là. Ok, j'arrête.
Le soldat parfait. Quand tu penses à des super soldats, tu t'imagines sûrement des cyborgs géants avec des armes laser et des améliorations robotiques. Probablement pas des chimpanzés. Pourtant, dans les années 20, le zoologiste russe Ilya Ivanov s'est lancé dans une mission pour créer un hybride humain-chimpanzé qui serait le soldat parfait. Le dirigeant communiste Joseph Staline voyait un potentiel dans une créature, pensant qu'elle y aurait la force incroyable des chimpanzés tout en étant plus facile à contrôler grâce à un cerveau humain non totalement développé. Ivanov, lui, s'intéressait davantage aux implications politiques et scientifiques, et il faisait partie du parti bolchevique, qui s'opposait à la religion qu'il considérait comme une concurrence dangereuse. En créant une telle créature, Ivanov espérait prouver la théorie de l'évolution de Darwin et porter un coup à la religion. Des chercheurs sont donc partis en Afrique où ils ont brûlé des arbres et poursuivi des chimpanzés pour les capturer et les utiliser pour leurs expériences. Ouais, ça a l'air très éthique. Une fois capturés, ils sont passés à l'étape suivante. Pour tenter de créer des humains-zés, Ivanov a ordonné que 3 chimpanzés soient inséminés artificiellement avec du sperme humain. Et sans surprise, aucune d'elles n'est tombée enceinte. Le plan a complètement échoué et Staline a ensuite fait arrêter Ivanov, qui aurait pu deviner que ça ne finirait pas bien. Les humains-zés ont quand même marqué les esprits, et encore plus dans les années 90, un chimpanzé nommé Oliver a été considéré par beaucoup comme l'un d'eux. Il n'avait pas seulement une apparence étrange, il marchait aussi debout. Il avait une voix douce et était attiré par les femmes humaines. Des tests ADN ont finalement révélé qu'il s'agissait simplement d'un chimpanzé. Donc pas de super soldat ici, mais faut avouer qu'il y a quelque chose de vraiment dérangeant chez lui. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on peut dire sans se tromper que les humains-zés, c'est juste des grosses histoires de singerie. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Lequel de ces trucs t'a le plus marqué? Est-ce que tu connais d'autres expériences complètement folles que j'aurais pu oublier? Dis-le moi en commentaire et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.